Bonsoir. Très préoccupé par la conjoncture électorale, le sénateur Jean-Marie Salomon plaide en faveur de la modernisation du système politique haïtien. Une façon pour l'élu du département du Sud de changer la mentalité des mauvais perdants à chaque compétition électorale en Haïti. Tout en soulignant le rôle du Parlement dans la dynamique politique du pays, le plus jeune sénateur de la République encourage ses collègues à s'impliquer beaucoup plus dans leur mission de contrôler l'exécutif. Le sénateur Jean-Marie Salomon participait à l'émission Moment Vérité, c'était samedi sur Signal FM. On l'écoute. Oubliez que chaque fois qu'il y a une élection en Haïti, il y a ça que nous relais, la fièvre électorale. Alors, le problème qui pose, et très souvent, il y a de mauvais perdants. Et vous savez très bien que les mauvais perdants sont toujours récalcitrants. Tout le monde voulait gagner. Et je pense que je dis, il faut moderniser la politique en Haïti parce qu'il faut changer cette mentalité de mauvais perdant qui fait que le pays, à chaque fois qu'il y a une élection, pour le pays aller de l'avant, c'est pas que le fait. Donc là, nous vivons une conjoncture extrêmement difficile, et non seulement une conjoncture extrêmement difficile, mais on sentit vraiment que, on n'est pas, je dirais, dans la bonne direction. Est-ce pourquoi on profite de micro-moment vérité pour moi lancer un appel à la fraternité. Parce que je pense que aujourd'hui, l'important pour que nous comprenions que le pays n'est pas capable de continuer à vivre un marasme socio-politique que l'il a. D'ailleurs, c'est les fêtes de fin d'année. Il faut faire en sorte que la population les respirer un peu. N'oubliez que le Sénat est co-dépositaire, disons le Parlement en quelque sorte, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Je ne pas dit que le Sénat n'est pas impliqué à fond. Parce que si vous regardez les derniers événements qui produisent, surtout à la fin du mandat de M. Martelly, vous voyez que le Sénat, vous voyez bien, en quelque sorte, il était fait tout possible pour que le pays ne pas tomber dans sa connerie, une crise, un tsunami politique sans précédent. Et c'est ça que Palvin Bo accord 5 février. C'est vrai que son accord un petit peu abracadabra, mais cependant qui a pu sauver le pays du chaos. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes capables de décerner cette nom, nous satisfaisons dans ce sens. Mais cependant, et on va pour nous comprendre, pas oublier que nos troupeaux, toujours il y a ça que nous relais des moutons noirs. D'ailleurs, le Sénat est une assemblée politique. Vous savez très bien que la politique est ce qu'elle est. C'est un rapport de force, c'est un jeu d'intérêts. Donc, il y a certains sénateurs, pour des intérêts politiques, que sais-je, mesquins ou pas, qui confondent avec l'exécutif. Et je pense que je dis, il y a un effort qui doit être fait la caille. Chaque collègue pour que vous compreniez que le Sénat est co-dépositaire de la souveraineté nationale. C'est nous-mêmes qui pouvons faire en sorte que nous exerçons le pouvoir de contrôle non par rapport à l'exécutif. Et le président provisoire a annoncé la mise sur pied d'un plan spécial de sécurité et d'assainissement au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Une démarche qui, selon Jocelyne Privère, permettra à la population de passer les fêtes de fin d'année dans le calme et la pauvreté. Le chef de l'exécutif qui a formulé des vœux à l'endroit de la population haïtienne se dit en outre conscient du contexte politico-économique particulièrement difficile dans lequel vivent les citoyens à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les propos de Jocelyne Privère recueillis par Pierre-Lunique Revanche. Moi, j'ai eu une réunion avec le Premier ministre et plusieurs ministres sur cette question. Là, nous parlons de perspectives de fin d'année, nous parlons des festivités de fin d'année. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a information que nous gagnons. Tous les hôtels de la Côte des Arcadins sont déjà réservés. Ça veut dire qu'il y a un pile mouvement. Gan pile moun qui rentre dans le pays, gan pile moun dans le pays qui fait déplacement vers cette côte. Ça veut dire que fête de fin d'année est déjà annoncée. Pendant l'annoncer, il faut que l'État assure à chaque citoyen et citoyenne dans le pays que bien-être était la principale préoccupation. Et là, nous parlons des activités liées aux fêtes de fin d'année. Nous ne parlons pas seulement des activités festives, nous parlons de l'assainissement. Tout le monde a témoin depuis vendredi dernier. Il y a un blitz qui fait sous centre-ville Port-au-Prince pour nous faire une grande toilette de la zone métropolitaine. Pas plus tard qu'hier,
nous avons une réunion avec le comité en charge de cette grande toilette, avec les maires de la zone métropolitaine, pour que demain encore, cette grande opération de nettoyage de la ville, les commencer, l'un parle de nettoyage, l'un parle d'assainissement, ça ne se résume pas uniquement à des équipements de travaux publics. Ça inclut aussi de la main-d'œuvre. Ça inclut aussi des gens qui sont recrutés pour nettoyer la ville. Ça va permettre une certaine circulation monétaire d'argent dans les quartiers populaires pour permettre à chaque monde dans la société des moyens pour répondre à obligations par eux en cette période de fin d'année. Bon, on continue sur faire sécurité. Pas plus tard que ce midi, encore, nous avons organisé une grande réunion au Palais national avec le personnel uniformé de la MINUSTAH. Ça nous est le UNPOL, la FPE, les militaires et la police nationale. C'est pour nous assurer nous que sécurité vit avec bien monde garantie depuis jeudi jusqu'à mon départ du Palais national le 7 février 2017. Permettez-moi à travers caméra et micro et toute partie de journalistes, toutes les amis, ça m'a répété, c'est amis, oui. Je ne peux pas faire un cadeau. Moi, dis nous, joyeux Noël. M'espérer avant 24 décembre, pour un message, pour m'exprimer nous, tout souhait pour l'année qui vient, pour que son année de paix, de stabilité, pour que, effectivement, des actions concrètes en termes de progrès économique et social, qu'a finalement démarré dans le pays d'Haïti. Et une conférence débat autour du thème Haïti, système de protection civile, limites et défis, gestion des risques et désastres, initiative du Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale organisée le week-end écoulé pour sensibiliser les membres de la population haïtienne sur les précautions à prendre lors des catastrophes naturelles. Un autre aspect à souligner dans le cadre de cette activité, c'est la formation des acteurs de la société civile sur la gestion des risques et désastres dans leurs communautés respectives. Carlos François au micro de Samuel Jean-Baptiste. L'activité ça, il rentre dans le cadre normal, l'activité CERFAS. C'est un centre de réflexion, de recherche, d'action sociale. Donc, réflexion sociale, là, c'est un pivot d'intervention CERFAS. Avec un intervenant expérimenté qui aide nous à approfondir un thème d'actualité. Une question qui est importante et qui touche la vie sociétale. Donc, c'est dans le cadre d'activité ça. Nous organisons aujourd'hui une séance de réflexion sur question système gestion risque et désastre dans le pays d'Haïti. Les données qu'on connaît, le pays d'Haïti sont un pays qui est très exposé aux catastrophes naturelles, cyclones, ouragans, tremblements de terre, etc. Donc nous avons que la population haïtienne connaît bien et comment le système ça est organisé dans le pays. Comment l'État est organisé pour protéger les citoyens face à une situation de catastrophe naturelle. Ça n'a pas tant de conférences, c'est que la population consciente de risque Haïti encouru dans la zone Caraïbe, de par sa situation biogéographique, de par sa situation géographique. Donc, Haïti est très très exposé aux catastrophes naturelles. Et dans les catastrophes naturelles, nous parlons de ouragans, de cyclones, tempêtes tropicales, nous parlons de tsunamis, de tremblements de terre, etc. Donc, si Haïti est exposé, son nécessité pour prendre conscience de ça et en même temps pour réfléchir sur la question comment nous sommes capables de gérer les risques et toute catastrophe naturelle qui est liée à la situation. Ça veut dire qu'il faut que la population soit consciente de ça, il faut que les citoyens soient conscients de ça, il faut que toute organisation, la société civile, consciente du problème ça, et surtout que l'État lui-même y assume les responsabilités. Certainement, en collaboration avec les citoyens, avec la population, avec la société civile, pour voir comment le système que rien à cause de faiblesse, il faut l'améliorer, il faut l'y rendre plus performant. Pourquoi pour nous être capable de protéger les autres catastrophes naturelles? Ce n'est pas les problèmes pour nous appeler, mais il faut nous déjà prévoir, il faut nous réfléchir, il faut nous prendre des moyens pour améliorer le système et moyens pour la société civile capable de défendre les catastrophes comme ça. Et à l'initiative conjointe de la Direction nationale du livre et du partenariat pour le développement des communautés, la mairie de Port-au-Prince a reçu samedi un lot d'ouvrages dans le cadre du projet baptisé Reconstruction par le livre. À travers ce projet, 4000 livres seront distribués dans une école communale du pays, informe le directeur général de la DNL, Franz Carly Jean-Michel, au micro de Germina Pierre-Louis. La cérémonie de ce matin témoigne sans l'ombre d'un doute
de l'existence du projet Reconstruction par le livre, initié par le PADEC et la DNL, en vue de permettre aux jeunes d'Haïti d'avoir accès aux livres et de se construire mentalement pour préparer l'avenir. Et il n'existe pas d'autre moyen plus efficace que le livre, outil d'apprentissage par excellence. Il me plaît, en présence de cette communauté de gens de bien, de commencer par remercier M. Foutouka et M. Wallet, qui ont cru en ce projet dès le départ, pour qu'on soit arrivé à la phase 2, où 20 000 ouvrages sont disponibles pour alimenter les bibliothèques scolaires et municipales, particulièrement aujourd'hui, où 8 écoles communales vont en bénéficier. Comme je ne cesse de le mentionner et d'insister depuis 4 ans, l'avenir d'Haïti appartient aux jeunes et c'est avec eux qu'il importe de travailler, en apportant l'accompagnement nécessaire afin d'avancer convenablement dans la bonne direction. Je remercie également les autres partenaires. J'ose espérer que cette coopération se renforce davantage. À signaler au passage que le projet ne consiste pas seulement en fonds documentaires, mais aussi en formation. Déjà lors de la phase 1, la DNL a formé plus d'une vingtaine de bibliothécaires scolaires, car il ne s'agit pas de donner des livres, il faut les faire vivre. Chacun raconte une histoire, parle d'une vie. Cette étape consolide plus que jamais le protocole d'entente signé par PADEC et DNL et nous permet d'entrevoir de manière positive la suite des choses. De nos jours, il est inadmissible de parler école sans concevoir une bibliothèque fonctionnelle en son sein. Tel est le combat que nous menons. En dehors de la reconstruction physique des bâtiments endommagés par le séisme de 2010, il s'avère primordial d'investir dans la construction de l'ordre pour qu'il ait assez de matière pour adresser les vrais problèmes d'Haïti. D'où notre mission à travers ce projet qui d'année en année s'impose comme l'alternative la plus fiable. Martine tout qu'il a que DNL à PADEC attend participation pour projet ça continuer de j'arrête. Ensemble nous avons fait un pile bagaille pour dégager nos quartiers de zéro. Pour sa part, le représentant du PADEC a précisé l'objectif de cette activité consistant à la reconstruction d'Haïti par le livre et la culture. Olivier Roule-Ouellet a rappelé en outre que la lecture permettra aux élèves d'augmenter leur autonomie dans le domaine de la recherche notamment, en même temps qu'elle développe leur esprit critique. On l'écoute au micro de Germina Pierre-Louis. Il y a 6 ans, Haïti vivait un des plus grands séismes de son histoire. En quelques secondes, le pays a été pratiquement détruit, pendant que la reconstruction, elle, va probablement reprendre plusieurs années. Alors que la majorité des acteurs en développement international voyaient la reconstruction à travers les briques, le béton, les pierres, PADEC a pris une avenue différente, puis a voulu aborder cette reconstruction-là par la culture, par le livre. Qui est en fait la culture si chère au peuple haïtien. J'ai moi-même eu la chance de visiter Port-au-Prince il y a environ 2 ans. J'ai pu visiter plusieurs écoles et j'ai été témoin de quelque chose qui m'a beaucoup touché chez les gens, de la direction des écoles et du personnel enseignant, qui était en fait une mobilisation puis une volonté de vraiment vouloir propager cette culture-là chez la jeunesse haïtienne. Pour reprendre une citation de Émile Faguet qui disait « Du plus mauvais livre, on peut retirer quelque chose de bon et par conséquent, le livre est toujours un ami et un bienfaiteur. » Donc, je trouvais que cette citation-là était appropriée pour la situation. Au niveau du projet comme tel, en collaboration avec la DNL, dans le cadre du projet que nous avons intitulé « Haïti, reconstruire par le livre », il y avait en fait 4 principaux objectifs qui étaient de soutenir la culture à travers la lecture, accroître les capacités d'économie et de recherche, d'autonomie et de recherche des élèves, développer l'esprit critique également, et créer un corridor pour promouvoir les échanges professionnels et les stages entre les jeunes haïtiens et le Canada. En chiffres, donc au niveau de la phase 1 en 2014, financée par la Fondation internationale Aracali, nous avons participé au projet qui impliquait à ce moment-là 18 écoles et 6 bibliothèques municipales. Nous avons formé également 23 personnes qui étaient divisées à peu près à part égale entre hommes et femmes. Et 22 000 livres ont été distribués aux entités participantes. Pour la phase 2 en 2016,
financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Nous avons, entre autres, organisé un stage. Donc, il y a 4 Haïtiens qui sont allés en stage à Montréal, au niveau des bibliothèques municipales, pour être témoin d'une dimension différente et pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques en bibliothéconomie, entre autres. Et évidemment, nous comptons aussi sur l'appui de la Fédération des municipalités pour étendre ce type de programme non seulement à des régions autres que Port-au-Prince, mais également dans d'autres pays dans lesquels on a déjà certains partenariats, comme le Sénégal et le Congo, par exemple. Donc, on aimerait pouvoir reproduire ce modèle ailleurs. Alors, en conclusion, il reste évidemment beaucoup à faire en 2017. PARDEC et la DNL continueront certainement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour continuer à valoriser le livre et promouvoir la culture. Un outil indispensable pour la jeunesse haïtienne. Et le chef de cabinet du maire principal de Port-au-Prince a salué cette initiative de la DNL et du PARDEC. Paulson Pierre Philippe en a profité pour faire part des difficultés que connaissent les enfants faisant partie des écoles communales. Les tout-petits sont privés du strict minimum leur permettant de meubler leur intelligence, a déploré Paulson Pierre Philippe, dont les propos ont été recueillis par Germina Pierre. Vous savez, en Haïti, l'importance du livre dans la construction de l'intellect des citoyens et en particulier des enfants des écoles communales qui sont dans une catégorie à part de citoyens est vraiment capitale. Donc je ne saurais passer sous silence le symbolisme puissant que ce projet revêt en faisant en sorte que ces enfants des écoles municipales, dont la plupart sont considérés comme des démunis, puissent profiter de ce don de livre qui va être fait par le biais de cette initiative du PARDEC, mais surtout du PCM. Et je ne saurais aussi ne pas mentionner l'importance du PCM et de la coopération canadienne en général à la mairie de Port-au-Prince. Vous savez, le PCM, le maire le dit souvent, c'est la seule coopération qui a toujours su montrer sa fidélité par rapport aux engagements qui ont été pris, mais surtout par rapport à la qualité de la coopération qui intervient non seulement sur des initiatives qui visent les infrastructures, comme l'adressage des rues, la réfection des écoles, mais qui intervient aussi sur des aspects plus abstraits, mais tout aussi importants de la construction de ces enfants-là, de la construction de l'intelligence de ces enfants, qui est justement leur intelligence. Et il n'y a pas de geste plus concret que cela, que le quoi de livre à ces enfants qui vont, par le biais de ces livres-là, apprendre davantage et apprendre surtout à se découvrir, parce qu'il n'y a pas de sujet plus important de découvrir que soi-même. Donc, nous l'avons déjà dit, la coopération canadienne est importante pour nous et nous saluons sa participation dans cette initiative. Nous saluons le PARDEC, nous saluons les efforts du PCM et les efforts de M. Lafrance qui n'a jamais marchandé les efforts pour faire en sorte que, soit au niveau des aspects de développement économique de la mairie, il y a des efforts qui se font, mais surtout aussi au niveau des écoles municipales, au niveau social, il y a également des efforts qui se font. Donc, au nom de la mairie, au nom du maire Chevry et de tout le cartel, au nom des citoyens de Port-au-Prince, je tiens à vous remercier pour cette initiative et je tiens à renouveler la garantie que la mairie de Port-au-Prince fera toujours tous les efforts nécessaires en dépit des limitations, en dépit des difficultés et en dépit des précarités, d'assumer pleinement son rôle de fournir des services aux différents citoyens de Port-au-Prince et en particulier les enfants des écoles communales. Et puis sachez que le rectorat de l'Université Notre-Dame d'Haïti a lancé vendredi à Port-au-Prince son programme de maîtrise en administration des affaires. Le MBA-UNDH sera effectif le premier lundi d'avril 2017, a annoncé le directeur de programme à l'UNDH, le Dr Paul Latortue, qui a précisé que la formation master durera 15 mois, comporte
45 crédits. Paul Latortue, micro de Ludmilla Mock. Le MBA ne s'adresse pas uniquement à des gens qui ont étudié la comptabilité ou bien la gestion. Loin de là. Le MBA s'adresse aussi à des ingénieurs. Dans ce cas-là, les étudiants, nous souhaitons que 90% des admis soient déjà des professionnels avec au moins 5 années d'expérience pratique. Les autres 10%, on espère qu'ils proviennent des étudiants presque lauréats de leur promotion, qui n'ont pas beaucoup d'expérience pratique, mais qui ont une intelligence. Et puisqu'ils sont de la génération du millénaire, comprennent l'ordinateur. Et probablement ont voyagé un peu et comprennent l'anglais et l'espagnol pour qu'on puisse avoir. Et comme ce monde-là n'a pas beaucoup d'argent, nous espérons leur donner une bourse complète. Le MBA va s'installer à la fois à Port-au-Prince et au Gonaïves. Un cours par mois, c'est-à-dire 45 heures par mois. Le programme qui s'étend sur 16 mois, en réalité c'est 15 cours sur 16 mois parce que le mois de décembre sera libre, va coûter $15 000 américains. On va recevoir des demandes d'admission jusqu'au 31 janvier. Le premier cours va se faire en avril. Retour aux infos. Retour aux infos après cette pause. Après cette pause. L'édition du week-end du citoyen s'était déroulée du vendredi 16 au dimanche 18 décembre dans la commune de Carrefour. Une activité consacrée au ramassage d'ordures dans divers coins de la ville. Cette année, les autorités municipales ont choisi le thème Yonwell sans Fatra. C'est un reportage signé Marc Alflou. Écoliers, directeurs d'école, artistes et notables répondaient à ce grand rendez-vous consacré au ramassage d'ordures dans le cadre du week-end du citoyen réalisé dans la commune de Carrefour. Selon le maire principal de la commune, cette occasion a été offerte aux Carrefourois de se débarrasser des ordures ménagères. Jules-Édouard Pierre rappelle aux citoyens qu'ils ne sont pas délaissés. Nous Carrefour a souffert de question Fatra. Nous voulons montrer que nous voulons justement impliquer là-dedans. Ça fait qu'il y a autant de monde dans la rue à parler de Fatra dehors et qu'il y a autant de Fatra dans la rue Carrefour aujourd'hui. Fatra, ça va pas nous autoriser pour nous mettre dehors parce que nous connaissons qu'il y a un pile bagaille qui a besoin de jeter. Nous ne va jamais monter pour jeter et c'est chaque jour mettre un petit bagage dehors. Ça fait que tout le monde Fatra dans la rue. Donc jeter le premier jour, nous un pile élèves, un pile monde a passé bien avec nous, nous disons merci. Là nous au niveau marché Carrefour, c'est côté qui est plus Fatra Carrefour. L'édile de Carrefour a souligné la nécessité d'impliquer les écoliers dans le travail d'assainissement de la commune. Jules-Édouard Pierre entend également responsabiliser les jeunes en les inculquant les notions de valeur. Jules-Édouard Pierre. Mais les élèves, fondamental, c'est eux qui ont monté de CV pour devenir magistrat, pour devenir député, pour devenir sénateur, pour devenir ministre, pour devenir président, premier ministre. Je dis ça qui passe dans le pays, il y a un échec collectif dans la question Fatra. Collectivement, nous sommes responsables de cet échec et de ce fait, il faut que nous inculquer ces valeurs à ces jeunes, à ces écoliers qui demain gagnent poste de stabilité dans le pays. Participant à cette activité, le directeur de l'institution chrétienne d'Haïti a déclaré que la solution au problème d'insalubrité dans la commune de Carrefour doit passer par l'éducation des communautés, en particulier des enfants. Jean-Marie Joseph. Et le problème, c'est pas seulement Fatra, et n'a pas de sachet, de salapaléa. Le problème, aller plus loin toujours parce que l'offre en semaine, au week-end, au bal, au nettoyer, l'application tombe demain, et puis même bagarre encore. Donc, moi, je juste dit, magistrat, qui s'en a cherché en solution en profondeur, côté que nous, ouais, que de l'eau absolue de Cameroun et de l'eau assez la boue. Les petits gens à l'école, de l'eau salée, l'obligé de tourner la calo ben en retard. Donc, faut que tous ces citoyens, il faut rembler, parler avec eux, pour comprendre qu'ils ont un rôle pour jouer, très actif. Non, l'eau la il faut gérer. Fatra la il faut gérer parce que Fatra, c'est l'ennui de tout le monde. Lancée en septembre 2012, l'activité baptisée Week-end du citoyen est à sa 4e édition. Selon le maire principal de Carrefour, il s'agit d'une initiative qui vise à intégrer les membres de la population dans les travaux de propreté de la commune. Marc Alflui, Signal FM. Et le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, a clôturé vendredi dernier ses 3 projets de construction et de réaménagement de quartiers baptisés
Polycurfa, Polycure Habitat et PRICAD. Le directeur général de la BMPAD, Patrick Moran, a fait état de la construction de plus de 200 logements, le réaménagement de 3000 maisons, l'installation de lampadaires, entre autres. On écoute au micro de Pierre-Lénique Ravanche. Et PRICAD sont des projets qui sont survenus à la faveur du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Nul n'est sans savoir et tous les dégâts et les dommages qu'on a connus avec cet événement triste. Et ce soir, nous voici réunis pour célébrer, après un moment de désespoir, un moment où tout le monde était déboussolé, les projets qui ont été exécutés à la faveur de cet événement. Pour Dépur Habitat, PRICAD, pour Dépur FA, ont été implémentés à travers presque tout le pays, particulièrement dans l'aire métropolitaine, au niveau de Carrefour-Feuille, à Delma 32, à Nazon, à Simon-Pelé, et pour Dépur FA, au niveau de plusieurs communes du nord, du centre et de l'Artibonite. Ces projets ont pu faire tache d'huile. Il s'agit de 17 km de routes qui ont été revêtus. Il s'agit de plus de 200 couloirs qui ont été réhabilités pour permettre une meilleure accessibilité à l'intérieur des agglomérations dans lesquelles ces projets ont été réalisés. Il s'agit de plus de 800 lampadaires qui ont été installés pour rehausser le niveau de sécurité au niveau de ces couloirs. Il s'agit de 200 maisons au moins, de 200 logements qui ont été fournis, donnés, remis à des gens qui ont été dépourvus et qui ne savaient justement ce qu'ils devaient faire après le tremblement de terre. Il s'agit aussi de plus de 3000 maisons qui ont été réparées, renforcées, grâce bien entendu à cette collaboration et coopération en fait qu'on a développée avec le ministère des Travaux publics et d'autres institutions telles le CLBP, la DINEPA et d'autres secteurs. Ces projets ont été financés, et je le rappelle, par la Banque mondiale. Et au nom du BMPAD ce soir, au nom du gouvernement, étant donné que je parle maintenant en lieu et place du ministre des Finances, que ça porte bonheur, je remercie la Banque mondiale pour avoir financé ces projets. Merci pour nous avoir accompagnés dans ce moment difficile. Il est dit dans la langue de Shakespeare, a friend in need is a friend indeed. Donc, tous nos remerciements. Chef de programme à la Banque mondiale, Bono Pierre, s'est dit satisfait d'avoir travaillé à la matérialisation de ces 3 projets, tout en préconisant la synergie entre les responsables locaux. Monsieur Pierre a été l'engagement de la Banque mondiale vis-à-vis d'Haïti. On l'écoute au micro de Pierre-Lénique Ravanche. Ces projets d'aménagement, ce qui est relativement remarquable, c'est qu'après le tremblement de terre, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde était focalisé, il faut reconstruire des logements. Il faut reconstruire des maisons. C'était combien de maisons vous allez construire, combien de logements vous allez construire. Alors qu'en réalité, je pense que ce que vous avez achevé collectivement, c'est plus que ça. C'est que vous avez amélioré le cadre de vie, vous avez refondé des quartiers et rendu ces quartiers, je dirais, socialement stables par ces investissements. Et bien évidemment, il y a eu des opérations au travers de ces réaménagements des quartiers avec des nouveaux modèles d'habitat multifamiliaux, où là, le rôle du PPLS a été important, mais sera plus important encore à l'avenir,
puisque le PPLS, en réalité, reprend la main après la fin de ces projets pour faire en sorte que ces modèles d'habitat puissent être durables et que ces bénéficiaires puissent s'organiser collectivement dans ces habitats multifamiliaux et pouvoir, je dirais, prouver que ce genre de modèle est possible en Haïti. Donc, je ne veux pas du tout mettre la pression, mais je pense que nos amis de l'EPPLS ont beaucoup de travail devant eux et on leur souhaite beaucoup de bon vent pour que tout ça puisse arriver. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je voulais juste vous faire partager aussi deux perspectives, je dirais, l'une qui est haïtienne et l'autre qui est un petit peu plus globale. La perspective globale est que dans le monde d'une manière générale, l'urbanisation est un phénomène qui est en expansion relativement considérable. Haïti lui-même s'est urbanisé extrêmement rapidement dans les dernières années, souvent de manière non maîtrisée et anarchique. Et on a en ce moment des équipes de la Banque mondiale qui travaillent à essayer de mieux capturer ces dynamiques urbaines en Haïti. Donc on a une étude assez lourde qui s'appelle une revue de l'urbanisation dont nous attendons les résultats dans le courant de l'année prochaine, mais qui d'ores et déjà nous donne des grandes tendances qui vont porter un horizon nouveau sur le pays, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu l'impression qu'Haïti est un pays rural. On parle de 50%, de 52% de personnes vivant dans les villes. En réalité, les premières indications des analyses à la fois satellitaires ou des analyses de terrain montrent qu'aujourd'hui, on a passé de très très loin à ce niveau et qu'on est sans doute au-delà des 65% et peut-être on les souhaite dans 10%, qui fait qu'en réalité, Haïti est un des pays les plus urbanisés d'Amérique latine. Et je pense que c'est une perception qui est mal encore définie. J'espère que nos éléments analytiques vont pouvoir permettre de capturer cet élément et de pouvoir permettre au gouvernement et aux différentes municipalités d'en tirer aussi certaines conséquences en termes d'agenda d'investissement vers la thématique urbaine, à la fois dans les infrastructures urbaines, mais aussi dans ce qui va avec l'infrastructure urbaine, c'est-à-dire le lien social. Et je pense que là, les modèles que vous avez développés sont des modèles d'avenir qui vont pouvoir porter également des bases pour le futur du pays. Intervenant lors de cette cérémonie, le directeur d'analyse et d'évaluation du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement a salué la contribution de diverses institutions qui ont rendu possible la réalisation de ces projets. Charles-Édouard Jean, au micro de Pierre-Lénique Revanche. Cette cérémonie de clôture nous permettra d'évaluer les potentialités de tous les acteurs qui, ensemble, œuvrer et offrir à notre cher Haïti un avenir meilleur en s'attaquant aux problèmes structuraux tant en amont qu'en aval pour le meilleur de notre pays. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la fin des projets financés par la Banque mondiale, qui est un acteur potentiel et un partenaire sûr de notre pays. C'est aussi l'occasion de voir avec les acteurs qui se sont impliqués totalement dans la réalisation de ces projets, en parlant des MDOD, tels que CECI, PADF, HFH, Global Communities, JPHRO et OIM. Cette cérémonie de clôture constitue un pas vers la bonne direction en termes de cohésion sociale, du renforcement de solidarité, d'esprit citoyen et de la prise en charge de la communauté de son destin. Vous admettrez, Mesdames, Messieurs, que les défis étaient de taille et que les institutions étatiques sous le leadership du BMPAD ont fait preuve de beaucoup de perspicacité et surtout de clairvoyance, en œuvrant en synergie pour aboutir à ce travail concerté.
puis à l'initiative conjointe de la section droits humains de la ministère, l'école de la magistrature et le ministère de la justice lance la 5e édition de débat entre les juges ce lundi à Frères autour de la problématique des droits de l'homme en Haïti. Patrick Pellissier au micro de Vladimir Gallet. Le dialogue entre les juges sont espaces de rencontre, de discussion entre magistrats sur des thématiques transversales et qui ont un rapport avec les droits de l'homme, mais en est dans le système judiciaire haïtien. C'est une activité conjointe et qui est organisée par plusieurs institutions depuis son initiative en 2012. C'est d'abord l'école de la magistrature, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est une section droits de l'homme de la MINUSTA aussi, et le CSPJ et le ministère de la Justice. Une activité ça, chaque année nous avons un nombre de participants qui varie. Année ça, nous avons 56 participants. Attente nous par rapport à l'activité ça, c'est attente système judiciaire là, c'est attente justiciable yo. C'est que thématique nous débattons. Il y a suivi de propositions émanées de acteurs qui vivent au quotidien leur réalité et que ça a proposé, appliqué pour une meilleure distribution de la justice dans le respect des garanties judiciaires. À ce niveau, c'est ça mon attente, et à un autre niveau, c'est que il y a une application effective de tout ce qui a été dit. Le journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Le rappel des grands points. Le bureau du contentieux électoral national siège ce lundi en vue de l'audition des cas de contestation relatifs aux élections présidentielles et législatives. 15 cas de contestation ont été enrôlés. Le Conseil électoral provisoire a rejeté les demandes de récusation des partis politiques dans le cadre des audiences au bureau du contentieux électoral national. Le CEP déclare à son tour incompétent pour se prononcer sur la décision que doivent prendre les juges du BCEN. Organisation hier dimanche d'une conférence débat autour du thème Haïti, système de protection civile, limité et défis, gestion des risques et des astres, initiative du Centre de recherche et de réflexion de formation et d'action sociale, dont l'objectif était d'éduquer la population haïtienne sur la façon de se protéger lors des catastrophes naturelles. Et puis la grève du personnel sanitaire se poursuit à l'hôpital de l'Université de l'État d'Haïti. Aucun patient n'est admis au plus grand centre hospitalier du pays, ce lundi a constaté Signal FM. Encore merci d'avoir été tout oui. Bon après-midi à tous.